Et toi, tu fais quoi dans la vie? C'est la question qu'on a tous déjà posée des dizaines et des dizaines de fois. Il y a quelques années, j'étais à une soirée chez des amis et je ne connaissais pas grand monde. Invariablement, la même scène s'est reproduite. Un inconnu, appelons-le Gérard, me demande innocemment, après quelques secondes de bavardage, «Et toi sinon tu fais quoi?» Et bizarrement cette fois-ci, la question m'a semblé un peu bête. J'avais envie de lui dire «Ben écoute, je mange un feuilleté sec et gras à la fois». Bien sûr, je comprenais que Gérard voulait savoir quelle était mon activité, ma fonction, ce qui me permet de vivre et de payer mes factures. Pourquoi est-il si commun de se définir par le travail? Et pourquoi ça me pose problème? Ça me donne la sensation d'être coincé, d'être figé, d'être engoncé dans une case et de ne pas pouvoir m'étendre au-delà de cette fonction. Et surtout, comment est-il possible de se définir par le travail quand on sait que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore sous leur forme actuelle? Alors ce jour-là, j'ai réalisé à quel point le travail a une valeur sociale. Il structure notre vie. Il rythme nos journées. Métro, boulot, dodo. Il est dans tous les discours politiques notamment. On nous dit de travailler plus pour gagner plus. Mais il est aussi présent dans les discours familiaux. Vous savez, quand j'étais enfant, mon père, agriculteur ici en Picardie, nous disait «Il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon métier plus tard». Et souvent, il ajoutait «Sinon, vous viendrez traire les vaches avec moi». Alors, j'ai bien travaillé à l'école, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, et j'ai décroché ce qui est supposé être un bon métier. Qu'est-ce que le bon métier? Eh bien, l'histoire ne le dit pas. A priori, ça ne serait pas d'aller traire les vaches. Mais hormis cela, je n'avais pas d'autres explications. J'ai donc observé autour de moi. J'en ai vu pour qui un bon travail, c'est un boulot assuré et pas trop fatigant. Il y en a pour qui le bon travail, c'est un emploi rémunérateur. Et puis pour d'autres, c'est une espèce de représentation sociale, une identité, une image positive et flatteuse de qui ils sont. Une expression de leur ego finalement. Je travaille, donc je suis. Alors, si Gérard me demandait «Tu fais quoi dans la vie?» j'aurais pu lui répondre «Je suis un bon métier». Mais sommes-nous des êtres humains ou bien des fers humains? Alors longtemps, j'ai été un fer humain, enferré et tiraillé entre la valeur que je plaçais dans le travail et le sens que j'y trouvais réellement. Un espèce de sentiment amer de tout ça pour ça. Et puis en toile de fond, il y avait cette espèce d'injonction invisible de la société. J'étais censée aimer ce que je faisais puisque j'avais un bon métier. Alors si je suis honnête avec vous, travailler, eh bien, je préférerais ne pas. Mais vous aussi, regardez votre voisin. Une chance sur deux que celui-ci n'aime pas son travail. Alors je pense que le brouhaha parle de lui-même. Et encore pire, 48% des Français déclarent être d'accord avec l'affirmation suivante: l'argent est la seule raison pour laquelle je vais travailler. Alors, ne pas aimer son travail semble banal, mais c'est aussi légitime.
D'abord parce que travailler, ça n'est pas un plaisir, c'est une contrainte, une nécessité pour pouvoir à nos besoins. Et puis aussi parce que le travail, ça n'est pas facile tous les jours. C'est une souffrance. 7 Français sur 10 déclarent avoir un emploi nerveusement fatigant. Les troubles musculo-squelettiques restent la première cause de maladie professionnelle en France. Dans ce contexte, se définir par le travail peut sembler paradoxal, voire même insensé. Parce que finalement, on se définit par une contrainte, une souffrance. Et je pense que ça n'étonnera à personne de savoir que parmi les quelques étymologies supposées au mot travail, l'une d'entre elles serait le mot latin tripalium, un instrument de torture destiné aux esclaves. Génial. D'autres linguistes estiment que le mot travail est un dérivé du mot entrave. Voilà, c'est pas mieux. Alors, que faire? Face à la souffrance au travail ou bien à la perte de sens, on peut être tenté de tout quitter pour aller traire les vaches, pour cultiver notre jardin. Mais c'est rarement une option réaliste. La question est de repenser notre façon de travailler pour créer des cadres et des espaces de réjouissance. Et c'est justement la proposition de l'entreprise libérée. J'ai eu la chance dans ma vie professionnelle de pouvoir collaborer avec ce type d'entreprise. Alors non, mettre un baby-foot dans la salle de pause, ça n'est pas ça l'entreprise libérée. L'entreprise libérée veut repenser la manière de travailler, offrir plus d'autonomie aux salariés et les laisser libres de choisir comment ils travaillent, selon quel rythme. Plutôt qu'une hiérarchie pyramidale, on est plutôt dans un système horizontal, voire même circulaire, dans lequel les interactions se font de manière beaucoup plus fluide. Et donc de manière naturelle, les salariés ne sont plus cantonnés à un rôle, mais ils sont amenés naturellement à prendre plus de responsabilités. C'est la notion clé. Alors l'entreprise libérée propose de remettre du sens dans la mission des salariés et permet ainsi une satisfaction accrue des salariés, un engagement, mais également des meilleures performances de l'entreprise. Alors moi je me dis que l'entreprise libérée peut être une solution pour cette partie des Français qui déclarent ne pas aimer son métier. Mais moi, suis-je prête à être libérée par un patron libérateur? Et vous? Est-ce une réelle libération que d'être affranchie par quelqu'un d'autre? Alors si l'entreprise libérée offre une réponse possible, organisationnelle et collective, ça n'est pas la solution idéale, mais rien ne l'est. Alors quelles sont mes options? Quelles sont mes options à titre individuel si la réponse collective ne suffit pas? J'ai réalisé qu'il fallait que j'aille cheminer ailleurs. Et j'ai suivi d'autres pistes. J'ai écouté toutes les conférences TED sur le sujet. J'ai lu beaucoup de livres sur le travail. Et c'était très très intéressant, mais aussi très très culpabilisant. On me disait qu'il fallait que je trouve ma mission de vie. Alors même là, j'avais l'impression d'être un échec. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Ma mission de vie finalement, c'est de vivre, non? Un ami m'a conseillé, fais de ta passion ton métier, comme ça tu n'auras plus jamais l'impression de travailler. Une idée de génie, vraiment. J'ai donc suivi une formation pour devenir professeur de yoga, et puis en parallèle de mon travail, j'ai commencé à enseigner à droite à gauche. Ma passion est devenue une contrainte. J'ai donc finalement réalisé, enfin, qu'il fallait que j'arrête d'aller chercher des réponses à l'extérieur, mais que j'aille chercher, cheminer à l'intérieur. J'ai donc entamé un cheminement intérieur, un voyage exploratoire. Et je trouve que c'est intéressant que d'autres linguistes, encore, voient peut-être une autre étymologie au mot travail. Le préfixe tra évoque le mouvement. Le travail serait une
traversée, un transport, une transformation même. En anglais, le mot travel désigne le voyage, justement. Et ça me plaît. Je travaille pour expérimenter, pour grandir en tant qu'être humain, pour faire des expériences de vie, pour cheminer. Par exemple, faire l'expérience de collègue à la con. Eh bien, c'est une expérience de vie comme une autre qui me permet de cheminer, de grandir, d'apprendre la patience et la tolérance. Donc je ne travaille pas pour travailler. Le travail n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen d'expérimenter. Alors il y a cette phrase issue du prophète de Khalil Gibran qui résonne particulièrement. Tout travail est vide, sauf s'il contient l'amour. Car travailler avec amour, c'est se relier à l'autre, se lier à soi-même. Travailler, c'est l'amour rendu visible. Alors finalement, peu importe ce que je fais, ce qui est important, c'est comment je le fais. Et vous, demain, comptable, boulanger, banquier, chef de projet, business manager, développeur, région Europe, comment pouvez-vous remettre du sens dans votre travail en étant qui vous êtes? Comment pouvez-vous incarner votre fonction et transpirer qui vous êtes dans ce que vous faites pour travailler de manière plus authentique, pour travailler avec amour finalement, selon votre authenticité propre? Finalement, eh bien, je me suis libérée de la souffrance au travail en le dédramatisant, en le considérant pour ce qu'il est, un simple moyen de. Aimer ce qu'on fait ou pas ne définit pas la réussite de notre vie. Et ça ne me définit pas moi en tant que personne. Ça n'est pas parce que mon travail est nul que je suis nulle. Alors quand Gérard me demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Eh bien finalement c'est moi qui décide de l'interpréter comme « Quel est ton métier ?» Et le simple fait que je l'interprète ainsi en disait finalement long sur la manière dont j'appréhendais le travail dans ma vie. Alors, un suspense insoutenable règne dans la salle, vous vous demandez sans doute « Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait ?» Je fais le même métier qu'avant, mais différemment. Je travaille en ressources humaines, j'ai créé mon entreprise il y a quelques années. Et puis, le travail, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, je le fais de manière authentique et avec l'amour que j'ai en moi. Et les questions qui m'ont aidée dans ce cheminement sont les suivantes. Pourquoi je le fais? Pour qui je travaille? Et comment? Alors à la pause qui arrive bientôt, ou bien au prochain cocktail chez des amis, quand vous aborderez un inconnu, demandez-lui « Qui es-tu » Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Qu'est-ce qui te fait rire? Et je pense qu'à ce moment-là, vous toucherez quelque chose de beaucoup plus profond que le faire, beaucoup plus inspirant. Vous verrez un être, et c'est bien ça l'essentiel. Quant à moi, je vous laisse, je vais terminer mon feuilleté.